Alors, voilà, donc un panorama un petit peu du modèle français, des valeurs, des fondements idéologiques de la conception de l'homme et de la conception au monde qui avait derrière, avec évidemment, même si je ne l'ai pas détaillé, mais toutes les attaques qu'il y a contre cette façon de voir les choses. Notamment si je reprends sur la stratégie européenne de prévention, santé et sécurité, avec la politique du protocole de Lisbonne. Donc la gouvernance de l'Union européenne agit comme un système totalitaire et puis en même temps sournois, parce que la majorité des gens ne connaissent pas vraiment finalement l'impact de cette politique-là et la confrontation entre le modèle de la société telle qu'ils la conçoivent, telle qu'ils l'ont toujours vécu, et les évolutions politiques qu'il y a. Moi, je sais que c'est ça que je ne comprenais pas quand j'étais à l'AFPA, c'est que l'État ne me demandait plus de répondre aux besoins des gens, mais on me demandait de remplir des procédures, etc., qui étaient contraires, qui m'empêchaient de faire mon travail. Et je ne comprenais pas pourquoi l'État me demandait de faire ça, parce que pour moi, l'État, c'était nous, quoi. Enfin, c'était nos impôts, donc de faire du gâchis avec des stages de formation qui étaient stupides. Enfin, il y en avait vraiment certains, c'était assez ahurissant. Par exemple, ils demandaient à ce qu'il y ait des modules de bureautique dans des stages d'analphabète. Voilà, des choses comme ça, qui étaient vraiment purement technocratiques, etc., etc. Et voilà, donc du coup, les gens souvent ne se rendent pas compte du glissement, du changement de paradigme réellement, et où l'Union européenne en fait nous impose, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mode de fonctionnement anglo-saxon où on est des producteurs, où l'école doit fournir de la main-d'œuvre, etc., où on doit s'adapter et tout. Et donc cette politique-là, en fait, entame complètement d'autres principes de vivre ensemble, et notamment de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà. C'est une mutation décisive donc, de l'homme dans son rapport au monde, et ça me fait penser, et tout ça s'est fait progressivement. Je ne sais pas si certains connaissent donc l'histoire de la grenouille cuite. Oui. Voilà, une grenouille, quand on la met dans l'eau bouillante, elle a suffisamment de ressources pour pouvoir sauter de la casserole et se sauver. Par contre, si l'eau elle est froide et puis qu'elle se baigne et puis que petit à petit on met le feu et puis oh c'est bien, c'est chaud, etc. Puis après elle s'engourdit de plus en plus et puis on arrive à la cuire si c'est progressivement, voilà. Et c'est en fait dans ce genre de choses dans lequel on est. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, donc c'est un mouvement qui est vraiment anti-révolutionnaire, anti-1789, et même qui remet en cause ce que la République revendique dans les symboles, etc., c'est-à-dire cette sagesse grecque qui est que la recherche de la vérité et du savoir et de la qualité du travail, etc., etc. La fameuse autoritas qui en effet sur des principes immuables de réalité, de recherche de réalité. Et puis elle viole aussi, ça on l'avait vu dans la conférence précédente, le droit international et notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, parce que notamment vous avez en 2005, donc ça c'est la carte, on voit de moins en moins, je crois que je vais l'arrêter. C'est la carte de France du référendum. Avec beaucoup d'imagination. Voilà, du référendum de 2005. Donc on voit la majorité de rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a guère qu'une dizaine de départements qui ont dit oui, sinon, donc à 55%, les Français ont dit non au traité, donc on appelle maintenant de Lisbonne. Et par contre, donc en 2007, il a été, d'ailleurs je l'ai là, le traité de Lisbonne, il a été ratifié. Et
en fait, alors vous avez sur Internet des conférences justement qui expliquent, donc d'Étienne Chouard ou de François Asselineau, qui expliquent ce qu'il y a dans ces traités européens, les compétences exclusives, les compétences partagées, etc. etc. Et justement la libéralisation de tous les services publics, l'article 106, etc., dont les peuples n'ont aucune connaissance. Moi-même, quand j'étais à l'AFPA, là, que j'allais pas bien, j'étais allée voir les syndicats pour essayer de... Eh ben, jamais on m'a parlé qu'en effet, il y avait une politique qui, de toute façon, détruisait les services publics. C'était écrit en toutes lettres. Jamais les syndicats ne m'ont informé de ça, et personne, très peu de gens en tout cas, ça passe pas dans les médias, nous informe de ce qu'il y a réellement là-dedans. Alors que les gens, à l'époque, moi en 2005, je n'étais pas trop branchée là-dessus, mais en tout cas à l'époque, il y avait eu de vrais débats nationaux, et les gens qui ont voté non, savaient pourquoi ils le faisaient, quoi. Mais par voie parlementaire, ça a été quand même ratifié. Voilà, alors là je vais repartir sur ça. Alors l'Union européenne, c'est un outil, enfin c'est quelque part l'application d'un système donc ouvert, cybernétique, sur les conférences massives j'en ai parlé, pour créer la paix à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez donc un certain nombre de chercheurs éminents américains qui ont du coup créé une discipline qui s'appelle la cybernétique. Cyber, c'est gouverner, contrôle, donc c'est la science du contrôle. Et l'objectif de cette discipline, donc, c'est de piloter ou de gouverner en fait les systèmes qui soient humains ou pas d'ailleurs. Donc c'est à l'origine de l'intelligence artificielle, de l'informatique, d'Internet, de tout un ensemble de choses. Tout ça lié au gouvernement américain et aussi à des volontés, des communautarismes, etc. Et notamment au niveau donc, de l'antisémitisme, etc., un grand nombre de recherches qui ont été faites pour justement détecter quels étaient les potentiels antisémites, etc., pour que ce genre de choses, pour que le génocide qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale n'existe plus. Et donc du coup, ils ont... alors les travaux qui ont été utilisés, j'en ai parlé donc, dans la conférence dernière, il y a l'échelle, donc ça c'est le livre d'Adorno, donc de l'école de Francfort. C'est en fait pour détecter les gens qui sont susceptibles d'être fascistes, et donc il y a l'échelle E aussi ethnocentriste, donc qui confond justement autorité et pouvoir, donc, et qui assimile l'autorité en effet à du fascisme. Voilà. Ensuite, donc vous avez, je vais aller vite parce que donc le constructivisme radical. Alors ça c'est plutôt Václavic et von Foster. C'est tout simplement l'idée que l'humain c'est un système de traitement de l'information et qu'en fait il n'y a pas de réalité. Tout est question de perception. Voilà. C'est une idéologie qui s'est développée à ce moment-là et qui en fait a inondé un petit peu toutes les sciences, et notamment la cybernétique, l'automatisme, où vous avez des systèmes ouverts, autorégulés, etc. Vous avez toutes les expériences sur le LSD, le lavage de cerveau, donc comment on reformate voilà, les cerveaux en influence les gens, etc. Donc avec notamment l'armée américaine, la CIA. L'expérience de Milgram, que certaines connaissent peut-être, c'est peut-être une des expériences les plus connues de la psychologie sociale sur la soumission à l'autorité. Donc il travaillait pour Yale et Stanford, et puis il y a aussi dans la même lignée que Milgram, avec des problèmes déontologiques l'effet Lucifer, ou l'expérience de Stanford, donc par Zimbardo, qui était financée aussi par l'armée américaine, et c'était de mettre des gens dans la situation de prisonniers ou de geôliers,
Et en fait, ils se sont aperçus que très rapidement, ça devenait vraiment... ils ont dû arrêter en fait l'expérimentation parce que ça prenait des ampleurs complètement dingues, avec des humiliations, des violences enfin absolument atroces. Alors, et puis Margaret Mead et son mari aussi, Bateson, donc sur l'anthropologie. Donc en fait, ce qui se passe dans tout ce courant scientifique, comme je l'ai montré dans la dernière conférence, c'est qu'il y a une erreur fatale qui est faite, qui est la confusion totale entre l'autorité et le pouvoir. Et en fait, du coup, pour que le monde soit en paix et pour éradiquer le racisme et l'antisémitisme, du coup, ils ont décidé, donc un nouveau sens sociétal qui était justement de détruire les nations, donc l'autorité, donc qu'elle soit parentale, etc., puisque c'est lié aussi à l'éducation, et puis nationale, puisque ce sont les gouvernements aussi qui font des règles et des lois, et qui sont dans la transmission justement des anciens, etc. Donc ils ont, en fait, par leur cadre expérimental, ils ont défini la cause comme étant la nature même de l'humain. Donc du coup, la nature même de l'humain, c'est d'être fasciste et raciste. Et que donc, par rapport à ça, l'objectif des sciences et de la mondialisation actuellement, c'est de rééduquer, les populations en fait, et donc de les asservir. Je parlais dans la conférence précédente de la perversion narcissique. On définit la perversion comme justement détourner quelque chose de sa nature. Et là, on est vraiment là-dedans, puisque l'objectif, c'est de détourner l'être humain de sa nature, donc, et notamment de l'autorité. Donc, ils incriminent la nature humaine plutôt que d'incriminer le fait qu'il y a des forces qui instrumentalisent nos instincts sociaux. C'est-à-dire que par exemple, au niveau du nazisme, Goebbels, c'était donc dans les dictatures, c'était il était fan des théories de Édouard Bernays. Édouard Bernays, donc, il utilisait justement les connaissances du cerveau pour pouvoir influencer les masses. Donc, au lieu de incriminer l'environnement et l'instrumentalisation justement de ces instincts sociaux pour des fins qui n'étaient pas légitimes ou qui veillaient à des idéologies fallacieuses, ils ont donc ciblé la nature même de l'humain et notre instinct social. Donc en fait, quelque part, c'est une tyrannie mondiale qui se met en place pour détruire justement l'autodétermination des peuples et en créant donc un asservissement. Donc là, on est en lien aussi avec ce qui se passe au niveau du travail, où les gens se sentent de moins en moins avec de marge de manœuvre, de plus en plus anxieux, de moins en moins d'estime d'eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent plus à faire, etc., etc. Alors, comment s'est diffusée cette idéologie en France? Du coup, on est presque à 2 heures, j'ai peut-être pas le temps de passer. Il y avait un petit film de 5 minutes sur I comme Icare, qui explique l'expérience de Milgram et la soumission à l'autorité. Alors, je sais pas. En fait, cette idéologie-là, donc pour incriminer l'individu, elle est passée notamment par 2 choses qui m'ont semblé importantes. C'est I comme Icare, je ne sais pas si certains l'ont vu, donc un film avec Yves Montand, d'Henri Verneuil, où en fait il décrit, alors ça part d'une soi-disant fiction, mais en fait ça relate l'assassinat de Kennedy, et puis un juge qui ne se satisfait pas des thèses officielles, et donc il va partir à la recherche.
d'eux. Et en fait, ils décrivent l'expérience de 1000 grammes parce que le suspect, en fait, a été cobaye de cette expérience-là. Donc, où ils expliquent que les gens, donc mis dans la situation où leur demande de faire des choses, et notamment de mettre des chocs électriques qui sont justement, y compris, qui vont jusqu'à la mort, 63% des gens, d'après 1000 grammes, donc, appuient sur le bouton et tuent et assassinent des gens qui ne leur ont strictement rien fait parce que simplement on leur dit. Voilà. Donc, et en 1984, vous avez le même Yves Montand qui en prime time, alors malheureusement on ne retrouve plus l'émission à l'INA, ils l'ont plus. C'est bizarre, parce qu'il est passé donc en 84 en prime time, Vive la crise, et il y avait, en fait, c'était Pascal Brognaud qui en fait faisait gin tonic à l'époque, je ne sais pas s'il y en a dit quelque chose, et comme François Mitterrand, arrivé au pouvoir, avait nationalisé les banques, il avait fait tout un ensemble de choses, et ça n'avait pas du tout marché, c'était une catastrophe, les capitaux partaient, etc. Et il a dû, donc, pour rester dans le système monétaire européen, donc il avait dévalué 3 fois le franc à l'époque, et du coup, comme ça ne marchait pas, pour rester dans le système européen, il a mis en place... il a décidé de changer de politique et justement d'adopter, je dirais la logique anglo-saxonne, enfin, la politique ultra-libérale en tout cas, que l'Union européenne, qui est à majorité anglo-saxonne, proposait. Et donc, donc ça c'était en fait du coaching social qui était fait en prime time, donc avec la vedette qui était Yves Montand, pour justement faire passer un petit peu la pilule et puis donner le peps aux gens. Enfin, il fallait les coacher pour que, en effet, cette crise-là devienne quelque chose qui impulse, enfin, la rendre séduisante. Et puis après, vous avez eu tout ce qui était, bon, alors Véronique et Davina, mais aussi de Bernard Tapie, etc., donc qui ont été dans cette mouvance. Et puis il y a aussi, donc, alors c'est dommage, là aussi vous avez un petit film sur la montée du Front National aussi, qui a été faite exactement à la même époque, où François Mitterrand a demandé à inviter, alors que le Front National avait 200 ou 300 adhérents dans son parti, donc c'était vraiment très minoritaire. Et en fait, il a demandé de l'inviter à l'heure de vérité en 84. Et du coup, Le Pen a été visible dans les médias. Ensuite, il a mis la proportionnelle, donc il y a eu des frontistes qui étaient là, etc. etc. Donc vous avez, notamment, j'avais un petit film qui montrait ça, c'est 28 minutes. Donc c'est un court passage qui explique tout ça. Comment donc du coup il y a eu cette montée du Front National. Alors l'objectif c'était bien sûr d'un Front National, c'est un petit peu aussi de diaboliser la nation. Pourquoi? Parce que la France est le pays le plus exogame du monde. Dans nos principes, on ne s'occupe pas de la religion ni de la couleur, enfin, c'est dans notre déclaration des droits de l'homme. On est un des pays qui est le moins raciste au monde, et donc de mettre comme ça au niveau médiatique l'image de Jean-Marie Le Pen, qui vient vraiment d'un courant très d'extrême droite, antisémite, raciste et anticommuniste et antidémocratie, évidemment que c'était le repoussoir qu'il fallait pour que le national devienne dans la tête des gens un peu un mauvais objet, quoi, en fait. Et parallèlement, donc ils ont financé aussi SOS Racisme. Vous avez le livre de Malik, attendez, je ne me souviens plus. Vous avez aussi, oui, Dumas qui a avoué ça aussi, que Mitterrand, pour des raisons politiques, avait fait monter exprès le FN pour diviser la droite. C'était Face à Guillaume Durand. On le trouve sur Internet aussi, Face aux Français.
Et en fait, donc, en finançant SOS Racisme, donc la marche des beurs, etc., le FN, et ben en fait, c'est une sorte de mise en place de ce qu'on appelle le triangle dramatique ou de Karpman, hein, c'est en analyse transactionnelle, où vous avez un jeu psychologique donc, qui triangulaire, où vous avez la victime, donc SOS Racisme, le bourreau, le persécuteur qui était le FN, et puis le sauveur, donc qui était justement l'Union européenne, l'Union des peuples, la paix, etc. etc. Voilà. Et puis, donc voilà, pour finir, il y a différents types de systèmes comme l'Union européenne qui ont été mis en place au niveau supranational et qui permettent justement de dessaisir les États et les nations du pouvoir du peuple. Vous avez notamment au niveau des syndicats la Confédération européenne des syndicats, mais aussi vous avez le TUAC. C'est une instance consultative avec l'OCDE, hein, donc c'est Trade Union Advisory Committee. Voilà, vous avez aussi bien sûr tout ce qui est sciences de gestion, important parce que c'est tout ce qui concerne la dette, c'est le système de Bretton Woods donc, qui a été cassé, c'est-à-dire que aujourd'hui la création monétaire ne se fait plus par rapport à l'or, donc par rapport à une richesse réelle, mais elle se fait uniquement par la dette. Hein, donc ça aussi c'est un système ouvert, pareil, qui du coup est mis dans les mains des banques privées et donc les États n'ont plus ce pouvoir de création monétaire. Voilà, puis les traités de libre-échange aussi, bien sûr, qui ont pour objectif aussi, c'est de niveler et de supprimer toutes les protections des États et des nations. Voilà, donc pour terminer, au niveau de la destruction des principes du Conseil national de la résistance, je vous en parlais tout à l'heure. Donc vous avez les prochaines conférences qui vont en parler, notamment la prochaine c'est sur la flexi-sécurité, donc c'est le 8 décembre. Et là, je parlerai justement de toute la destruction des dispositifs que les salariés avaient en place et de quels sont les processus et les mécanismes qui ont petit à petit donc, détruit tout ça. Notamment la stratégie européenne pour l'emploi qu'on ne connaît pas non plus. Vous avez donc le 19 janvier sur les services publics, donc le New Public Management que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est une façon de manager, donc d'aligner les services, la gestion des services publics à la gestion du privé, donc qui est aussi étudié notamment par des sociologues sur l'impact sur les professions dans l'État. Et puis ensuite, le 2 février, c'est ce qui concerne plutôt sur les artisans, les PME. Donc pareil, comment leurs protections sociales ont disparu, notamment entre la confusion entre société et puis entreprise. Voilà.